Voici l'Airbus A380, le plus gros avion de transport de passagers au monde. Une merveille volante à la pointe de la technologie. Pourtant, il doit son existence à des découvertes et des inventions qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique. C'est du verre. Ces inventions vont d'une roquette du 19e siècle à l'arc mongol du Moyen-Âge, en passant par le vol d'un aigle. On le voit ici. Et la modeste pompe à vélo. Quel est le lien entre tout ça et la technologie de l'Airbus A380? C'est ce qu'on va bientôt savoir. Airbus 007 clear, take-off 32 left 290 degrees 8 knots. L'Airbus A380 est surnommé le Super Jumbo. Je vais m'embarquer dans une odyssée pour découvrir les liens unissant cet avion à des idées de génie découvertes aux quatre coins du monde au fil de l'histoire. Je vais vous révéler les secrets cachés à l'intérieur du plus gros avion de ligne de l'histoire. On ne peut qu'être abasourdi par sa taille imposante. C'est le seul avion où il y a des sièges sur toute la longueur de la carlingue, à la fois sur les ponts supérieurs et inférieurs. Les cabines mesurent 6,50 m de large. Regardez la largeur. Et 50 mètres de long. Gigantesque. L'A380 emportera jusqu'à 853 passagers, soit 35% de plus que son principal concurrent. Il est gros, très gros. Ses ailes sont immenses, 70 voitures pourraient se garer sur chacune d'elles. Mais des ailes trop longues peuvent poser des problèmes. Il va sans dire que le plus gros avion de ligne du monde a besoin des plus grandes ailes du monde. Elles sont énormes, leur envergure atteint presque la longueur d'un terrain de football. Elles doivent fournir assez de portance pour faire décoller 560 tonnes de passagers et de technologie. Libre à vous de me croire, mais si elles avaient été construites de manière conventionnelle, elles auraient été encore plus grandes, ce qui aurait empêché l'A380 de se poser dans la plupart des aéroports. Pas la peine de voler si vous ne pouvez atterrir nulle part. La taille maximale des aéronefs est fixée par des règlements internationaux pour éviter les collisions lors des déplacements au sol dans les aéroports et leur envergure limite est de 80 mètres. Les ailes de l'A380 devaient donc respecter ces normes tout en offrant suffisamment de portance pour faire voler ce géant des airs. Et les ingénieurs d'Airbus ont trouvé une solution remarquable en s'inspirant du monde animal. Comment ont-ils fait? C'est là que mon enquête commence. L'ingénieur en aéronautique Peter Barrington pense que je dois d'abord comprendre comment une aile offre de la portance. Et le meilleur endroit pour y arriver, c'est dans sa soufflerie de l'université de Kingston à Londres. Peter m'a donné un appareil qui projette de la fumée pour visualiser l'écoulement d'air. Peter, comment ça marche? Et comment ce truc va nous l'expliquer? La partie la plus importante d'une aile, c'est son profil. C'est lui qui tord l'air autour de la structure. Une aile permet un écoulement nettement plus rapide sur sa partie supérieure que sur sa partie inférieure. Grâce à la forme de l'aile, l'air s'écoule plus rapidement sur le dessus que sur le dessous. En conséquence, l'air du dessus est à une pression inférieure et la pression supérieure sur le dessous crée la portance nécessaire. On a vraiment la sensation que la portance est la seule et unique fonction de la forme de l'aile. L'écoulement de l'air provoque le même phénomène sur toute la longueur de l'aile. Enfin, sur presque toute la longueur. Peter va me montrer que les ailes classiques présentent un gros désavantage.
Si tu bouges encore un peu par ici, tu vas voir ce qui se passe sur l'arête. Encore un peu. Au bout de l'aile? Oui. Ça y est. L'écoulement sur l'extrémité de l'aile est complètement différent. Au lieu de circuler de manière bien régulière, il est complètement perturbé. C'est ce qu'on appelle un tourbillon de bout d'aile. L'air qui s'écoule sous l'aile remonte sur l'extrémité et appuie ensuite sur le dessus de l'aile. Les 5 derniers pourcents de la longueur ne fournissent guère de portance. Qui dit tourbillon dit pas de portance. C'est pourquoi l'aile est plus allongée que nécessaire. Mais pour un super jumbo, c'est un problème de taille. Cette maquette d'A380 est lancée à travers un rideau de fumée illuminé par un projecteur. Il apparaît que les ailes les plus longues du monde vont être victimes de tourbillons violents. Aussi, pour compenser la perte de portance, elles vont devoir être encore plus grandes que prévu. Trop grandes pour répondre aux règlements en vigueur. Les ingénieurs d'Airbus devaient donc trouver un moyen de raccourcir les ailes. Et pour ça, il allait falloir percer le secret d'un oiseau. Pour l'étape suivante de mon enquête, je rencontre un autre spécialiste en aérodynamique, qui a parfois un sale caractère. Il s'appelle Kozak. C'est un aigle des steppes, une espèce qui tire son nom des grandes étendues d'Asie centrale dont il est originaire. Honnêtement, c'est un oiseau énorme et impressionnant. Kozak est un charognard et son mode de vie lui pose un problème très semblable à celui de l'A380. Il est parti. Pour s'élever au-dessus des steppes et chercher sa pitance, il a besoin d'un courant ascendant, une colonne d'air chaud montant d'une vingtaine de mètres de large. Mais à l'instar de celle du gros porteur, ses ailes ne doivent pas être trop longues, sinon son rayon de braquage fera sortir le rapace du courant. Ses ailes sont donc parfaitement adaptées pour offrir un maximum de portance avec une longueur minimum. Kozak a accepté de se livrer à une expérience. En filmant le vol de l'oiseau, Graham Taylor, zoologue à l'université d'Oxford, va me montrer comment la nature a réglé le problème des tourbillons de bout d'aile. C'est une caméra sans fil. Tu la fixes sur lui? C'est la partie la plus difficile. Le fauconnier enfile le harnais à Kozak avant de poser la caméra. L'oiseau est prêt pour le tournage. C'est bon. Si tout se passe bien, la caméra est pointée vers les ailes. C'est ça. On devrait donc voir comment elles fonctionnent. C'est fantastique. Il part dans la bonne direction. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est magnifique. Kozak file dans l'azur et nous livre des images magnifiques. On le voit ici le long de l'aile. C'est ce qu'on cherche? Absolument. Kozak peut faire bouger les plumes situées à l'extrémité de ses ailes. Et pour obtenir un maximum de portance, il les relève presque à la verticale. Il se débarrasse ainsi des tourbillons de bout d'aile pour voler plus efficacement. Quand l'oiseau s'élève dans les courants ascendants, ses ailes encaissent des charges importantes. Dans ces cas-là, les plumes des extrémités se relèvent au maximum en virage. Et ça perturbe les tourbillons qui se forment là normalement. C'est ça. Grâce à son anatomie, Kozak crée ce que les scientifiques appellent une ailette marginale. Cette adaptation naturelle fait office de barrière anti-tourbillon en empêchant l'air de contourner l'extrémité de l'aile par en dessous. L'oiseau n'a donc pas besoin d'ailes plus longues, celle qu'il a lui convenant parfaitement. Reste à savoir si les ingénieurs en aéronautique peuvent exploiter cette idée avec ces ailes-là sur cet oiseau de 560 tonnes.
Car il existe indéniablement un lien entre les ailes du plus gros avion de ligne du monde et celles de notre aigle des steppes. Tout à l'heure en soufflerie, Peter et moi avons isolé le problème. Maintenant, nous allons le résoudre en utilisant une ailette marginale inspirée par les plumes de Kozak. Observe l'écoulement d'air maintenant. Comme prévu, il est fluide sur la majeure partie de l'aile. Et à l'extrémité, avant, au bout, il y avait un tourbillon. Qu'est-ce que tu vois? Plus de tourbillon. L'écoulement reste fluide. Le tourbillon qui essayait de monter sur l'aile est bloqué par l'ailette. C'est tout simple. En fait, c'est une barrière contre l'air. Exactement. Ce qui permet de récupérer cette portion d'aile. C'est ça. Le tourbillon est évacué par le sommet de l'ailette, si bien que l'ensemble de la surface de l'aile originale offre de la portance et remplit le même office qu'une aile plus longue. C'est ce que faisait l'aigle. Oui. Si on avait eu autant de temps que l'oiseau pour évoluer, on aurait pu réduire cette portion. Les ailettes peuvent être presque verticales pour réduire au minimum l'envergure, comme c'est le cas chez l'oiseau de proie. Donc les aigles volent très bien. Oui, extrêmement bien. Richard Whitcomb, l'homme aux cheveux blancs, a été le premier à comprendre l'importance capitale des ailettes. Pendant les années 70, alors qu'il travaillait comme ingénieur aéronautique au centre de recherche de la NASA en Virginie, il a révolutionné la conception à l'air. Ses essais avec des fumigènes ont démontré que les ailes conventionnelles étaient affectées par les tourbillons de bout d'aile. Mais lors de ses tests en grandeur nature, avec un énorme avion de transport Boeing KC-135, Richard Whitcomb a prouvé l'ingéniosité de sa solution. Il a démontré que l'ajout d'ailettes améliore la portance de 7%, auquel s'ajoute une économie de carburant, les moteurs étant moins sollicités. Près de 30 ans plus tard, les ailettes jouent un rôle tout aussi important sur la 380. On a du mal à croire que des modifications aussi minimes puissent faire une telle différence. Pourtant, sans cet ajout, chaque aile devrait mesurer environ 1,50 m de plus pour offrir la même portance. Grâce aux ailettes, l'envergure est réduite à 79,80 m, c'est-à-dire juste en deçà de la limite fixée par les normes internationales. Cette technologie, on la doit donc aux oiseaux. Cela dit, c'est normal qu'ils s'y connaissent question vol. Le plus gros avion du monde a été sauvé par une innovation inspirée par Mère Nature. Mais la résolution d'un problème en fait surgir un autre. Une fois le gros porteur en service, comment maintenir ses frais de fonctionnement au plus bas? Car sur le marché impitoyable du transport aérien, chaque kilo compte. Le surpoids entraînant une consommation plus importante de carburéacteurs, l'A380 doit suivre un régime draconien. Sur la chaîne d'assemblage finale, je peux observer sa ligne. Normalement, on ne voit jamais tout ça, parce que c'est caché sous la moquette, les panneaux, les sièges, bref, sous tout le confort qu'on attend d'un avion. Mais en observant la structure de l'avion, je suis frappé. La seule construction aussi grande ou plus grande, ce serait un bâtiment. Et lui, il aurait des murs épais, mais là, sans l'habillage en plastique. Je suis sûr que c'est drôlement solide. Mais ça me gêne de le dire, ça a l'air fragile.
Le revêtement extérieur de l'A380 doit être aussi léger que possible, d'autant qu'il s'étend sur une surface de plus de 3000 mètres carrés. Pour les ingénieurs, le défi consiste à réduire le plus possible le poids sans fragiliser l'avion. Pour trouver comment ils s'y sont pris, je vais remonter plusieurs siècles en arrière, jusqu'à l'idée de génie qui relie cet appareil au redoutable arc mongol. Mais avant, direction une base aérienne abandonnée de l'Est de l'Angleterre, où je vais tester des matériaux ultra légers utilisés par l'aéronautique. Paul Hogg, ingénieur matériaux à l'Université de Londres, va me servir de guide. Il m'a suggéré de commencer par un matériau qui équipe tous les aéronefs, de ceux des frères Wright à la navette spatiale américaine, l'aluminium, un métal particulièrement léger. Ce panneau ne mesure que 1,9 mm d'épaisseur. Il est typique de l'aluminium qu'on trouve à bord des aéronefs? Oui, c'est de l'aluminium qualité aéronautique. Et en général, sur un fuselage, il est installé comme ça. Sur un cadre. Oui, comme ça. Paul a concocté un essai très étrange. Il a sorti l'artillerie lourde et des munitions qui sortent de l'ordinaire, des poulets. C'est le genre d'essai qu'on pratique avec les moteurs et les aubes des turbines. Ah bon? L'industrie aéronautique utilise des canons à poulets pour simuler des collisions à grande vitesse avec des oiseaux lors du décollage. C'est un test de résistance incontournable pour le revêtement extérieur d'un appareil. Une perforation du fuselage peut entraîner une dépressurisation susceptible d'asphyxier les passagers. Un tel impact peut également endommager une aile et faire perdre le contrôle de l'appareil à ses pilotes. On prend lequel? Celui que tu veux. Je ne sais pas. Comment on choisit un poulet? Celui-ci? Tout à fait. C'est pour la science. Attention, ça risque d'éclabousser. Je n'y avais pas pensé. Poulet en position. Paul règle ensuite le canon pour qu'il tire à la vitesse moyenne de décollage d'un A380. La collision va donc avoir lieu à 290 km/h. Je vais brancher. C'est fait. Qui va survivre? Le poulet ou l'aluminium? 5, 4, 3, 2, 1, feu! Tant pis pour le poulet. Incroyable. La plaque est déformée, mais elle a très bien résisté. Il y a une déformation, mais pas de perforation. Mais l'avion le plus gros du monde a dû perdre un maximum de poids. Alors essayons avec une plaque encore plus mince, 0,9 mm. Il faut économiser du poids. La première plaque était trop lourde, donc on passe à celle-ci. Allons-y. Voyons ce que ça donne. Résistera-t-elle? Wow! Il est passé à travers. Et on n'a pas utilisé du papier alu de cuisine. C'est épais. Pourquoi est-ce que la plaque n'a pas résisté? Tout est question d'épaisseur. La résistance est limitée et plus le matériau est fin, plus ses capacités se réduisent. Ça fait un gros trou. C'est pas bon pour un fuselage d'avion. L'aluminium plus fin est suffisant pour fabriquer le revêtement extérieur d'un avion, mais pas assez pour résister à des collisions à grande vitesse. Il se tord avant de se déchirer comme une feuille de papier. Aucun avion de ligne ne peut risquer un tel désastre. Mais les ingénieurs du consortium européen Airbus
ont trouvé un moyen de fabriquer un aluminium à la fois fin et extrêmement résistant. Et c'est là qu'intervient l'arc mongol. Au XIIe siècle, l'empereur mongol Gengis Khan décide de conquérir le monde. Il compte anéantir ses ennemis grâce à ses archers. Voici un arc long, une arme particulièrement puissante, fabriquée avec une seule pièce de bois, qui doit être assez solide pour supporter la tension exercée par l'archer. Mais pour devenir le maître du monde, Gengis Khan doit armer sa cavalerie réputée pour sa mobilité. L'arc long ne convient pas, et je vais découvrir pourquoi, avec un fabricant d'arcs traditionnel, Steve Ralphs. Je comprends bien la théorie, cheval, déplacement, arme. Super. Mais comment est-ce qu'on pouvait tuer quelqu'un avec ça, assis là-dessus? Le premier tir se fait ici pendant l'approche, sur le côté gauche du cheval. 1, 2, 3, par-dessus et 4. Je vais essayer. Pardon? J'ai besoin d'une arme compacte. Ça me tord le bras. Et croyez-moi, l'arc long ne fait pas l'affaire. Le problème de l'arc long, c'est qu'il est long. Et si on fabrique un arc plus court, avec une seule lame de bois, offrant la même puissance? Voilà un arc plus court. Merci. Et une protection. Bon. Ça ne marche pas du tout. Explication. Quand on bande un arc, sa partie externe s'étire. Mais sa partie interne se comprime et donc raccourcit. Le bois doit alors supporter simultanément deux contraintes opposées. Avec un arc court, l'incurvation est nettement plus importante et le bois n'est pas assez solide. Mais les Mongols ont trouvé la parade. S'il y a deux forces différentes, il faut utiliser deux matériaux. Voici une corne de buffle. C'est ce qu'ils auraient utilisé. Elle est très dure, mais on peut l'écraser. Elle le supporte très bien. Et sur l'extérieur de l'arc, il y a une couche de tendons qui résiste très bien à l'étirement. Je vais le broyer. Ces tendons se trouvent dans les postérieurs des cervidés et leurs fibres sont très élastiques. Les propriétés conjuguées de ces matériaux permettent d'obtenir une arme idéale. On fixe des tendons sur cette face, le dos, et des morceaux de corne sur l'autre, le ventre. Et un arc très court peut être fortement bandé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'arc en bois. Tu as vu le résultat? Oui, mais celui-ci va s'arrondir, et ça se sent. Avec la corne de buffle à l'intérieur et le tendon à l'extérieur, cet arc supporte une compression et un étirement simultanés. C'est élastique. Ces arcs étaient assez courts pour être utilisés à dos de cheval et assez puissants pour toucher des cibles à 300 mètres. Les Mongols n'ont pas seulement mis au point une arme formidable, mais un concept exceptionnel, le composite. Prenez deux matériaux aux propriétés intéressantes et combinez-les pour obtenir quelque chose de nettement plus efficace. Comme Gengis Khan aurait pu le dire, c'est simple une fois qu'on sait faire. Avance rapide jusqu'au XXIe siècle. Ces éléments du revêtement extérieur de l'A380 sont faits d'un composite constitué de deux matériaux. À l'instar de la corne de l'arc mongol, l'aluminium assure la rigidité, mais en cas d'impact, il s'enfonce et se perce. Il faut donc un deuxième matériau qui, comme le tendon de l'arc, va renforcer le premier. Pour endosser ce rôle, Paul me fait une proposition étonnante. Le verre. Il a cassé, forcément. Je savais que ça arriverait, mais explique-moi pourquoi et comment. C'est un matériau cassant. Il s'est déformé et les fissures se sont propagées, certaines jusqu'au bord, d'autres à moitié, comme celle-ci.
Une vitre en verre ordinaire est très fragile. Ce matériau semble parfaitement transparent, mais il est parcouru de fissures microscopiques et le moindre impact fait s'étendre ces fissures à travers tout le carreau. Pas question de fabriquer un avion avec ça. Mais comme je vais bientôt le découvrir, il existe un moyen de créer un verre assez solide pour résister à une explosion. Le revêtement extérieur du plus gros avion de ligne du monde devant être aussi léger que solide, les ingénieurs ont repris l'idée des fabricants d'arcs mongols du XIIe siècle et utilisé un matériau composite. Sur l'A380, le premier matériau ultra léger, c'est l'aluminium. Le deuxième doit être extrêmement solide pour résister à des impacts à grande vitesse. Oh, regarde. Paul Hogg, ingénieur matériaux, va me montrer un verre à nul autre pareil. Je mets ça dedans? Oui, dans la flamme. Rapproche-le de la base de la flamme en tournant pour répartir la chaleur. Le verre se liquéfie aux alentours de 1500 degrés. Tu sens qu'il devient souple et mou. Il se tord. Allons-y. On est encore reliés. Regardez! Vous ne le voyez peut-être pas, mais on est encore reliés par du verre. Et voilà. C'est du verre. Oui. Du verre ordinaire pur. Et on peut l'enrouler. Pourquoi il fait ça? Il est plus fin, donc plus souple. Et il n'a pas de défaut en surface. Ça permet de l'enrouler très facilement, sans le casser. Cette fibre n'a rien à voir avec le verre ordinaire. N'ayant aucune fissure, elle est d'une résistance incroyable. Elle est 6 à 10 fois plus résistante que l'acier. S'il s'agissait d'un fil d'acier, Il pourrait supporter 6 à 10 fois plus de poids. je suis fasciné. Ces fibres de verre peuvent être tissées comme du textile. Ensuite, on ajoute de la résine liquide. En séchant, elle colle les fibres les unes aux autres pour créer le verre dans sa forme la plus solide. La fibre de verre. Voyons maintenant si je peux casser cette vitre. Le marteau. Je tape dessus. Ça aurait cassé la vitre. Sûrement. Lâche-toi, cogne. Ce matériau apporte la résistance. Chaque fibre peut casser, mais la fissure ne se transmet pas aux autres. C'est étonnamment solide. Et la fibre de verre l'est encore plus quand elle est mélangée à de l'aluminium. On obtient alors un matériau appelé glaire. Les deux produits sont assemblés en couches superposées. L'aluminium confère la rigidité, comme la corne de buffle de l'arc mongol. La fibre de verre, comme le tendon, apporte la résistance qui manque au métal. Mais comment le glaire va-t-il se comporter face au redoutable canon à poulet? La fibre de verre empêche que les fissures passent d'une couche d'aluminium à l'autre. C'est ce qu'on va observer. On a la même épaisseur que la plaque que le poulet a transpercée tout à l'heure. Ça me paraît pas très solide. Et c'est très léger. Un arc court constitué d'un seul type de bois plie et casse. L'arc mongol, lui, résiste. Le revêtement d'un avion fait d'un seul matériau s'incurve puis se déchire. Le composite résistera-t-il à l'impact? Je viens à l'autre bout de notre stand de tir pour observer ce qui va se passer lorsque le poulet va percuter le glaire. Est-ce que la plaque va se tordre? Est-ce que le poulet va rebondir? Prêt, Richard? Oui, je crois. Bien. 3, 2, 1.
Ce n'est pas très agréable d'être aussi près d'un poulet super rapide. Mais la plaque a résisté. Le glaire est cabossé, mais il a tenu le choc. L'alliance des deux est plus efficace que chaque matériau séparément. Fantastique, non? Le glaire pourrait-il résister à un attentat terroriste, comme ces explosions de bombes? Lors de ces essais, la FAA, l'aviation civile américaine, a placé du plastique, un explosif, dans un compartiment à bagages en glaire. Voilà le résultat. Cette boîte doit sa résistance au verre. Pour les ingénieurs de l'A380, le glaire est le compromis idéal entre résistance et légèreté, deux caractéristiques capitales pour un appareil de ce gabarit. Le glaire recouvre 470 mètres carrés du revêtement extérieur de l'A380. Comme il est 25% plus léger que l'aluminium, ça explique en partie pourquoi ce géant consomme moins de carburéacteur par passager qu'une voiture ordinaire. Grâce au composite, l'idée inspirée par l'arc mongol, l'avion peut résister aux rigueurs du vol, même si c'est un novice qui est aux commandes. Si tu veux piloter, mets ta main sur le mini-manche latéral. Vraiment? Oui. À fond à droite. Léger comme une plume. Ne me dis pas qu'on est en train de faire des acrobaties. Une fois l'A380 en l'air, sa taille imposante n'est plus gênante. Mais lors de l'étape suivante de mon enquête, je compte quand même découvrir pourquoi son gabarit lui pose un gros problème quand il est sur la piste. Je me rends au siège d'Airbus Industrie à Toulouse-Blagnac, le nid des plus grands oiseaux du monde. Cet endroit est incroyable. Tout est gigantesque. La chaîne d'assemblage finale mesure près de 500 mètres de long sur 50 de haut. Apparemment, ce bâtiment est tellement énorme que, d'après la rumeur, il se forme des nuages au plafond. Dans une installation aussi gigantesque, les hommes paraissent minuscules et insignifiants. Une fois assemblé, l'A380 est de loin l'avion le plus long, le plus large et le plus haut de l'histoire. Les sorties supérieures sont à près de 8 mètres au-dessus du sol, ce qui ne va pas sans poser problème. En cas d'urgence, les passagers ont une grande distance à parcourir pour sortir. Voici un essai d'évacuation. Pour répondre aux normes internationales, les 853 passagers doivent évacuer en n'utilisant que la moitié des 16 sorties de l'appareil en 90 secondes, la durée de survie moyenne en cas d'incendie. Les passagers doivent donc emprunter rapidement un itinéraire d'évacuation. Ils sont prisonniers en haut d'un immeuble de 3 étages sans aucune issue. En conséquence, le gros porteur est équipé des plus grands toboggans d'évacuation du monde. Les règlements exigent qu'il se gonfle en seulement 6 secondes pour que les premiers passagers à sortir ne bloquent pas les issues de secours. Pour parvenir à un tel résultat, il a fallu unir de manière ô combien improbable un toboggan d'évacuation et un instrument conçu pour tuer. Pour vérifier que ça marche, je vais fabriquer et tester une maquette de toboggan d'évacuation. Mon coussin gonflable de sécurité mesure 50 mètres de long. Il m'en faudrait 8 pour obtenir un volume équivalent à celui d'un toboggan d'A380. Le gonflement ne devrait donc pas être trop difficile. Voilà un très gros sac, et c'est à peu près à ça que ressemble un toboggan. Pour le gonfler le plus rapidement possible, il y a un moyen évident de s'y prendre. C'est aussi simple que gonfler des ballons de baudruche.
On relie le sac à une bouteille de gaz sous pression et on tourne le bouton pendant 6 secondes pour respecter les normes. Prêt? 3, 2, 1... Il se gonfle. 5, 6. Mais beaucoup trop lentement. Au bout de 6 secondes, le sac est encore bien trop mou pour supporter le poids de passagers. Les ingénieurs d'Airbus dégainent alors leur arme secrète. La roquette. J'utilise des roquettes du 19e siècle, car leur conception primitive permet de découvrir facilement le composant principal, la poudre. À l'époque, ces armes n'étaient pas très précises. Mais elles produisaient beaucoup de gaz. Et c'est exactement ce qu'il faut pour gonfler mon sac. Je n'ai qu'à m'assurer que la roquette ne bougera pas. Je fixe ma roquette sur ce bâti, l'arrière relié à ce tube, lui-même relié au sac. Elle est tournée par là-bas, pour que ça soit les gaz d'échappement et pas le projectile qui s'engouffre dans le sac. Je l'arrime. Mon briquet. Cette fois, j'utilise les gaz comme un appoint que je combine au gaz sous pression. Cela suffira-t-il à remplir le sac en respectant les 6 secondes fatidiques ? Ça marche bien pour la première moitié du sac. Mais pour la deuxième... Et dans le cas d'un toboggan d'évacuation, un demi-gonflement coûterait la vie à des passagers. On est allé nettement plus vite avec la roquette, mais ça n'a pas suffi. Il faut donc pomper plus d'air dans le sac. C'est pour ça qu'Airbus utilise ça. Ça s'appelle un aspirateur, mais en fait, c'est un simple entonnoir. Quand l'entonnoir se rétrécit, le gaz qui le traverse prend de la vitesse, provoquant une chute de la pression. Ça crée un vide qui aspire de l'air environnant, qui vient remplir le toboggan. Cela suffira-t-il à transformer une arme en appareil de sauvetage ? C'est réussi. Le gonflement est terminé en moins de 6 secondes. Le remplissage est assuré aux 2/3 avec de l'air ambiant aspiré par l'entonnoir. C'est comme ça qu'on sauve des gens, avec une roquette. Ça marche, c'est clair. La roquette ne valait peut-être pas grand-chose au combat, mais elle peut sauver des vies. Avec cet appareil, les toboggans de l'A380 se gonflent en 4 secondes, soit 2 secondes de moins que la limite officielle. Lors des exercices d'évacuation, les 853 passagers sont sortis en 78 secondes, c'est-à-dire bien en dessous des 90 requises. Grâce aux roquettes, l'A380 a été autorisé à voler. Mais bien sûr, tout le monde espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Inutile de préciser qu'un ingénieur s'assure qu'aucune évacuation ne soit jamais nécessaire. Lors de chaque vol de l'A380, un moment est plus dangereux que tous les autres. L'atterrissage. Le moment où les roues percutent violemment le revêtement. Et le plus gros avion du monde pèse 560 tonnes, presque autant que 200 voitures. Un système de haute technologie est chargé de déposer à terre en toute sécurité les 853 passagers. Je vais découvrir lequel en posant moi-même le gros porteur à l'aéroport John F. Kennedy de New York.
Je vais découvrir lequel en posant moi-même le gros porteur à l'aéroport John F. Kennedy de New York, Ce n'est pas l'approche normale vers New York. avec le pilote Peter Chandler et en simulateur de vol. Cet appareil à la pointe de la technologie est mu par d'énormes vérins hydrauliques pour produire des sensations très réalistes dans le poste de pilotage. On s'y croit vraiment, j'en ai des hauts le cœur. Prêt? Oui. Prends les commandes. D'accord, Je vais configurer l'appareil. d'accord. Le train d'atterrissage sort. Il pend dans le vide, ce qui devrait... Oui, concentre-toi et suis la croix verte. Donc, redresse le nez. Peter s'occupe des moteurs et de la vitesse R pour me simplifier la tâche. Et je me contente d'utiliser le mini-manche pour maintenir l'avion en position avant l'approche finale. Tu es trop à droite. Appuie un peu à gauche. D'accord. Bien. Un atterrissage en douceur exige une vitesse de descente extrêmement réduite. 1 mètre par seconde, soit moins que la vitesse de la marche à pied. Tire vers toi. Taux de descente. Taux de descente. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout va bien. Bien joué. J'ai les commandes. J'ai atterri à 2 fois la vitesse normale, d'où la grosse secousse du simulateur. J'ai pris une légère suée. Dans la réalité, cet impact aurait été facilement absorbé par les trains d'atterrissage de l'aéronef. Chaque jeu de roues est équipé d'un amortisseur géant. C'est lui qui dépose les passagers au sol en douceur. Un incident impressionnant s'est produit à l'aéroport Kai Tak de Hong Kong en 1993. Un Boeing 747 est victime d'un fort vent de travers pendant son approche finale. L'avion se battant contre les éléments, il se pose en n'utilisant qu'un seul de ses trains d'atterrissage. Mais il résiste à l'impact. Les trains de l'A380 sont conçus pour fonctionner dans de telles situations, à 4 fois la vitesse de descente habituelle. Mais cet avion colossal est 40% plus lourd qu'un 747. Et pourtant, figurez-vous que les trains d'atterrissage du gros porteur fonctionnent sur le même principe qu'un objet qui permet à votre vélo de rouler correctement. L'ingénieur Todd Todeschini va le démontrer grâce à une expérience un peu surprenante. Voici sa doublure de l'A380, un piano de 200 kg. Il va tomber du haut d'un chariot élévateur et percuter le sol à 30 km/h. Mais Todd pense amortir sa chute en utilisant le même principe que celui des trains d'atterrissage de l'A380. Principe qu'on doit à une invention ancienne et ingénieuse. En effet, on peut fabriquer un amortisseur avec une pompe à vélo. Si le trou est plus petit, l'air sort moins facilement. Il est comprimé et il résiste à la pression de mon bras. Elle ne pompe plus rien, mais elle absorbe de l'énergie. Les trains d'atterrissage impressionnants de l'A380 ont peut-être l'air d'être high-tech, mais Todd ne voit que des cylindres avec un piston à l'intérieur. Bref, une pompe à vélo géante. Un grand morceau de contreplaqué. D'accord? Le piano est posé dessus et on largue le tout du haut du chariot. Avant, on aura mis les pompes à vélo sous l'instrument de musique. Elles vont faire comme des espèces de doigts qui vont sortir de sous le contreplaqué. Cette structure va donc devenir notre train d'atterrissage. Oui. Todd s'attelle à la tâche. Pendant que je découvre ce qui nous attend. Pour qu'une expérience scientifique soit rigoureuse, il faut un étalon. Le nôtre, c'est ce piano. Il n'a pas de train d'atterrissage et on va voir ce qui lui arrive en se posant. C'est parti.
L'atterrissage est rude. Si les trains d'un A380 à pleine charge venaient à tomber en panne, les conséquences seraient terribles. Il semble pourtant incroyable qu'il fonctionne sur le même principe qu'un objet aussi banal. Peut-on vraiment sauver ce piano avec des pompes à vélo? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Todd continue de préparer la structure et les pompes à vélo qui vont équiper notre deuxième piano. Ce dernier reposera sur un morceau de contreplaqué pour rester debout lors de la chute. Todd installe ensuite les pompes pour que les poignées touchent le sol en premier et actionne les pistons. Il a calculé précisément le nombre de pompes dont il a besoin. 100, un chiffre rond. Un chiffre rond. La science comme je l'aime. Malgré les apparences, on ne fait pas n'importe quoi. Les amortisseurs de l'A380 étant remplis de liquide et non d'air, Todd fait de même. Il faut plus de force pour comprimer un liquide qu'un gaz, ce qui permet à la pompe d'encaisser un choc nettement plus violent. En évacuant l'eau par cet orifice, l'énergie de la chute du piano va être détournée. Et c'est l'énergie ainsi expulsée qui va permettre d'amortir la chute. Oui. Oui, il va tomber et la pompe va faire ça. Un essai à blanc donne exactement l'amortissement progressif que Todd veut obtenir. Malheureusement, les pompes à vélo ne sont pas conçues pour contenir de l'eau. Et elles se mettent à fuir au dernier stade du bricolage de notre appareil. Une course contre la montre commence. Vous avez l'impression qu'on se dépêche, c'est le cas. Il y a des fuites et je crains que chaque goutte qui tombe ne réduise la capacité d'amortissement de notre système. Espérons que ça marche. Todd décide de tenter l'expérience tant qu'il reste un peu d'eau dans les pompes. Il faut faire vite pour voir s'il est dans le vrai. Notre A380 maison, remplie de passagers, va bientôt se poser. Le piano de 200 kg va tomber à 30 km/h. Et les 100 pompes à vélo pleines d'eau devraient encaisser le choc. Notre système va-t-il empêcher un atterrissage catastrophique? C'est ton idée ou la mienne? La tienne. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, pull. Largage. Et voilà le résultat. Je ne pensais pas que ça marcherait. Je redoutais le pire, mais regarde-moi ça. Au ralenti, regardez comme l'eau est expulsée. Le piano ressemble toujours à un piano, mais émet-il toujours le son d'un piano? Joue quelque chose. D'accord, je ne sais pas jouer, mais le piano fonctionne, c'est le principal. 100 pompes à vélo suffisent à faire atterrir un piano de 200 kg. Quand l'A380 se pose, ces trains d'atterrissage absorbent l'impact exactement de la même façon. Mais il n'y a que 5 amortisseurs, un par train. À la place de l'eau, ils contiennent de l'huile, un liquide plus épais qui encaisse des chocs encore plus violents. Les 560 tonnes touchent le sol, mais les 853 passagers s'en rendent à peine compte grâce à la pompe à vélo. L'A380 est un bijou de haute technologie, dont chacun des composants a été testé 3 fois pour atteindre la perfection. Mais pour moi, ce sont les idées qui sous-tendent cette technologie qui font de cet avion de ligne un miracle des temps modernes. Ce gros porteur doit ses ailes à Mère Nature.
Son revêtement n'existerait pas sans le génie des fabricants d'arcs mongols. Du génie, il en a aussi fallu pour transformer un engin de mort en engin de survie. C'est simple en fait.